À Panem 360, je suis avec Emmanuel Vukovic. Emmanuel Vukovic est violoniste solo, mais aussi un développeur, un entrepreneur en musique classique qui a décidé de prendre les choses en main et de s'autoproduire et de travailler avec les ressources qui étaient à sa disposition plutôt que d'attendre de se, d'être endossé par un orchestre ou par une compagnie une société de concert, etc. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alain. Alors, vous avez lancé, en 2023, vous avez lancé Résilience, qui est Oui, un vaste projet qui regroupait Sacha Di Castri, Catherine Dowling, Sheila Silver, Dinouk Wijnrath, Philippe Sly. Et oui, donc, c'est un projet considérable. Et c'est comme ça qu'on va faire connaissance avec vous. Après ça, on va remonter dans le temps pour encore en savoir davantage sur votre carrière. Alors, parlez-nous de résilience. C'est votre plat de résistance en ce moment. oui. Merci beaucoup Alain. Merci pour cet moment d'opportunité de parler avec vous. Je vous en prie. Euh, Résilience, c'était un projet né pendant la pandémie. C'est mon premier album, début solo album. Euh, C'était lancé ou parti avec une subvention du Conseil des arts du Canada, 45 000 $. Ils ont donné, pendant la pandémie, beaucoup d'artistes ont eu des subventions pour faire des projets. Donc, c'était un enregistrement qui se fait avec la sound tonmeister Marta Di Francesco à McGill. Mhm. On a enregistré l'album au domaine Forget de Charlevoix. Et le noyau du projet était né pendant la pandémie, on ne peut pas jouer avec d'autres personnes, on est tous isolés. Donc, c'est surtout violon seul, violon solo. Pas tout, mais beaucoup. L'album dure à peu près 1h18 minutes, puis une bonne 75 minutes qui sont violon solo. Oui, Um, effectivement. Parlez-nous des et œuvres au oui, programme. c'est ça exactement. Donc, les deux œuvres principales, piliers, c'est la sonate solo de Béla Bartók, qui était ma thèse de doctorat à Stony Brook University avec le Quatuor Emerson, qui ont eux-mêmes bâti leur carrière sur les quatuors de Bartók. Oui, De Béla effectivement, Bartók. le Quatuor Ouais. Emerson est un quatuor extrêmement connu. Oui. Puis il était les premiers pour jouer les 6 quatuors de Bartók, tout enchaîné en concert, puis ils ont gagné le premier Grammy avec ça. Mhm. Donc, c'est eux autres qui ont vraiment encouragé de comme. C'est une pièce extrêmement difficile. On peut demander n'importe quel violoniste, c'est quoi, il y a Paganini, il y a Ernst, il y a Isaïe. Mais Bartók, c'est tellement. Ça pousse pas juste les techniques, mais la musicalité, la compréhension de tonalité, de harmonie. C'est vraiment. He went very far in his vision of the future of music. Mhm. Donc, Yeah, ça, well, c'est. at Ça, that c'est time, it was really visionary because it's still a standard right now. oui. Il y avait, on va parler ça plus tard peut-être, mais il y avait, dans les années 1920, il y avait Schoenberg avec, puis avec son 12 tone, puis Schoenberg, Dodécaphonique. oui, puis Schoenberg a dit, avec cette nouvelle méthode, je crois que j'avais assuré la supériorité ou la dominance de la musique allemande dans la musique classique pour les prochaines 100 ans. Il y avait vraiment, parce que c'était un système mathématique vraiment pensé théoriquement. Et Bartók, il est hongrois, il n'est pas allemand, il a dit il faut trouver une façon d'aller vers l'avenir de la musique en n'amenant pas juste la pensée, mais le corps et le cœur et l'histoire de la musique, la tradition orale, la tradition folklorique. Oui, Bartok Et, s'est toujours intéressé
à la musique traditionnelle des Oui. Balkans. Exact. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste la musique balkan. Bartók, il était en Afrique du Nord, il était en Turquie, il était en Russie, il voulait aller en Finlande. Pour lui, c'était la musique qui vient, l'humanité qui vient de l'Inde, de l'Orient, qui a influencé la musique occidentale. Donc, pour lui, c'était de faire les recherches des traces, des racines de la musique, du monde. I mean, he was the first ethnomusicologist, and he's the father of, in a way, we could call, world music, in a sense. Well, Because, Ravel was also doing that. oui. Non, in c'est sûr North que c'est pas... Africa, Oui, for example. oui. Là, c'est tout un discours. Il y a toutes sortes de. Ben, de toute façon, il était parmi les compositeurs modernes qui avaient bien saisi l'influence du non-Occident partout. Exactement. Puis l'influence de la tradition orale, puis l'influence des gammes qui sont pas tonales, mais modales. Modales. Puis par cette découverte de modalités de tradition orale, il a trouvé, selon lui, un langage musical qui date avant Bach, avant la Common Tonal Period. Oui, bien sûr. Qui est en fait plus compatible avec le concept de musique moderne ou musique abstracte, mais en gardant l'émotion. Parce que finalement, c'est ça qui compte. En tout cas, ça, c'est un pilier. L'autre pilier du projet Résilience, puis d'où vient le mot résilience, c'est 4 nouveaux caprices qui étaient composés pour moi par la compositrice Sheila Silver. Elle est américaine de New York. Elle vient à finir un opéra, A Thousand Splendid Suns, par Khaled Hosseini, qui était, it was premiered last year à Seattle Opera. Et elle, pour écrire cet opéra, elle a passé les dernières 15 ans d'étudier la musique hindustani en Inde. Hindustani, donc de l'Inde du Nord. Oui, exactement. Donc, sa musique est beaucoup influencée, sa langage musical est influencé par les ragas, ce qui est une sorte de mode. Mode. Les ragas sont des motifs mélodiques et rythmiques innombrables que les Indiens apprennent par cœur, comme les makams dans le monde moyen-oriental. Exactement. Puis il y a des milliers, il y a beaucoup, there's thousands of modes. Il y en a des milliers. Après, le plus qu'on vient dans l'Ouest, il y avait les ancient Greek modes. Then the Greek modes became the 12 ecclesiastical church modes. And then those became what we have today, major and minor scales. On a une majeure puis 3 mineurs, si on veut. Donc sa musique est vraiment influencée par cette langage hindustani. Et dans le milieu, il y a la sonate de Dinuk Wijeratne. C'est un très proche collègue de moi. On était à Juilliard ensemble. Il est maintenant prof à l'Université d'Ottawa, mais il travaille beaucoup avec Yo-Yo Ma, Silk Road Project. Puis lui a écrit une sonate pour violon et piano. Puis c'est une de ses premières œuvres. Il vient de Sri Lanka. Il est grandi dans la musique, South Indian music. Oui, carnatique. Exact, ok. Et il a après été à London Conservative Music, et then Juilliard. On se rencontrait à Juilliard. Il a travaillé avec John Corigliano. Puis c'est là qu'il a écrit cette sonate. Donc, moi, je le connais pendant... Et donc, ça, c'est les 3 œuvres principales. Puis il y a une 4e œuvre, c'est très petit, mais c'est très puissante. C'est de Zosha Dicastri. Elle est compositrice à New York. Elle est professeure à Columbia University. Puis ça s'appelle Patina. Puis Patina, c'est comme... Aujourd'hui, en musique, on parle beaucoup de timbre dans la parole de discours, surtout classique, mais ici à McGill, il y a tout un actor project qui fait la recherche, orchestration, timbre, couleur, comme Sariyaho
aujourd'hui, c'est une compositrice qui a beaucoup poussé le thème comme une fonction formelle de la musique. Donc, cette petite pièce Patina, elle essaie c'est pour violon seul encore, une caprice ou une pièce virtuose, mais pas dans les vitesses des notes ou des trucs Paganini. Mais dans la texture. Dans la thème, dans la couleur. Oui, c'est ça, le timbre, la texture, la couleur. Oui, exactement. Donc, beaucoup plus dans le frottement de l'archet. Oui. Et donc, dans toutes la dimension granulaire de la musique. Oui, exactement. Puis, donc, qu'est-ce que j'avais oublié de mentionner, c'est les 4 caprices de Sheila Silver. Le titre de cette œuvre, c'est Resilient Earth. Puis, c'était tout dans la pandémie. Il y avait beaucoup de monde qui était beaucoup désespéré. Puis, Sheila et moi, on se rencontrait à Stony Brook. Elle était prof de composition à Stony Brook, mais elle a un lien très fort à la nature, comme moi, et on partage ça, on a parlé beaucoup de ça. Puis, donc, les thèmes de chaque caprice, c'est des images ou des événements dans la nature. Et je pense la vision du projet, de l'album, qui est devenu le noyau du projet, c'est vraiment dans ce moment où beaucoup change dans le monde. Il y a beaucoup de questions de l'avenir, pas juste dans la musique, mais comme pour l'humanité en général. C'est important de revenir aux bases, puis fondement. Pardon? Au fondement, aux bases. Au fondement, oui. C'est ça. Puis notre relation avec la Terre, on est tous sur le même bateau. Il faut trouver une façon de pas... Que le bateau ne coule pas, oui. Non, exactement. Puis, c'est pour ça, les 3 dernières petites pièces, c'est des extraits des mélodies folkloriques cueillies, recherchées par Bartók, que moi-même, c'est turc et serbo-croate. Moi, mon père Vukovic, c'est un nom croate. Mon père et sa famille venaient de Croatie. Et c'est beaucoup dans cette région que Bartók avait fait son recherche parce que le literacy, il y avait personne qui, dans les années 20 autour, il était dans les villages où personne ne pouvait encore écrire ou lire. C'est, illiterate. Donc, la tradition orale était encore très forte. Et il y avait, avec le Edison Gramophone et Bell Phonograph, il y avait comme enregistré ces mélodies. Puis, ces dernières 5 ans de sa vie, il était à Columbia University, où il avait transcribe tous ces enregistrements. OK. Lui-même, il avait fait des field recordings, puis il avait transcrit par la suite. Oui. Puis, à Harvard, il y a 300 000 cylinders and aluminum discs of field recording. C'est pas juste Bartók, c'est Bartók Kodály et un professeur de Harvard, Milman Parry. C'est la collection la plus large au monde de tradition orale. Et à Columbia University, il y a toutes ces transcriptions, manuscrits. Toutes les transcriptions, oui. Oui, donc ils sont tous ici. Je vais juste vous montrer. Wow! Donc, ça, c'était digitalisé ou numérisé. Pour ma thèse de doctorat, il y a toute there's boxes and boxes and boxes. Cet matériel est pas encore vraiment devenu dans le domaine public parce que, comme vous saviez probablement très bien, en musique, il y a une loi, public domain, 75 ans après la mort du compositeur, donc Bartók est mort en 45. Donc, juste, c'était pendant la pandémie que cette matériel, cette richesse de recherche
et commençait d'être accessible pour la première fois. Puis Bartok, il a dit, je crois que ça, c'est le travail le plus important que j'ai fait dans ma vie, plus que mes compositions. C'était cette recherche de ethnomusicologie, parce que c'est, donc moi, l'album commence avec 3 petits, c'est un arrangement original de moi et Philip Sly, le chanteur canadien, baryton. Il joue le hurdy-gurdy avec. Donc, c'est là d'où naît le projet Résilience comme à la suite. OK, d'accord. Maintenant, vous avez présenté les concerts de Saint-Grégoire en Oui, octobre dernier. C'est oui, une nouvelle série que vous oui, dirigez? Comment ça oui, se passe? oui. Quand je suis arrivé au Québec de Juilliard, de New York, j'ai fait deux études à McGill en musique, surtout en quatuor avec André Roy, et en environnement, faculté de McGill Downtown et à McDonald Campus, surtout en agriculture. Je m'intéressais beaucoup en agriculture. Puis À j'ai fait Sainte-Anne-de-Bellevue. À Sainte-Anne-de-Bellevue, Oui, c'est ça? exactement. Puis là, il faut faire des stages en été sur une ferme. Puis j'ai contacté cette ferme Quai des Roussel, ferme Quai des Roussel. C'est une des premières fermes certifiées biologiques, biodynamiques au Québec. C'est la première ferme qui a parti le projet fermier de famille, agriculture supportée ou soutenue par la communauté, d'où est né l'Équiterre. Donc, Stephen Guilbeault, Laure Varidel, la paire de Laure Varidel, c'est les cafés équitables. Il est partagé une taureau, Laure Varidel et Jean Roussel, la ferme. Et en 2011, c'était la première fiducie foncière. Ça veut dire la terre est rachetée d'une fiducie, puis elle ne peut plus être achetée ou vendue pour perpétuité. C'est devenu une parc nationale, un peu, mais agricole. Donc, moi, je suis devenu très bonne amie avec cette ferme, puis cette famille Roussel. Puis ça fait depuis 2008 que je joue des concerts dans leur grange, surtout solo bac, Des partitas de Bach, des choses comme Oui, ça. exactement. Donc, j'avais fait un projet Bach à la ferme. Puis là, il y a quelqu'un de Radio-Canada, on a tourné une film. Et pendant la pandémie aussi, c'était un projet qu'il y avait beaucoup d'amis ici à Montréal, puis personne ne pouvait jouer un concert. Puis j'ai dit, mais on va faire un concert à la ferme. On a fait une demande de subvention au Conseil des arts du Canada, mais c'était pour la prochaine année. Puis là, la pandémie est en train de diminuer. Et moi, je dis, mais on peut faire quand même, même s'il n'y a pas de pandémie, on peut faire des concerts. Donc, ils ont rénové la grange de la ferme en haut, où on met le foin, isolé 4 saisons, air conditioning, air climatisation et chauffage. Et en octobre, on a amené un piano à queue qui appartient de ma famille, Steinway, qui était chez mon ami Philip Sly à La Tuque. Le piano a fait le déménagement de Toronto à La Tuque, puis La Tuque à Mont-Saint-Grégoire. Ah ouais. Puis, on a j'ai invité Stéphane Tétrault, Elvira, l'alto solo de OM, et Stéphane Lemlin de l'Université de Montréal, et Jacqueline Woodley, soprano. Puis, on a fait comme le concert d'ouverture. L'idée avec ce projet, c'est la ferme Quai des Roussel, comme beaucoup de fermes ASC au Québec, ils ont déjà un réseau de partenariats qui prennent des légumes ou de la viande ou des œufs chaque semaine. Puis la ferme Quai des Roussel, c'est autour de 500 familles, surtout à Montréal, mais à Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu, et aussi des marchés et des restaurants. C'est ça leur clientèle. Mais l'idée avec le ASC, agriculture soutenue ou supportée par la communauté, c'est que le client devient un partenaire. Il fait un investissement dans la ferme pour la saison, puis il reçoit un échange chaque semaine des produits. Mm-hmm. Donc, un peu dans cette idée, la ferme a
tous les mois, il y a des événements à la ferme, le monde vient, il est dans la cueillette ou le désherbage ou la plantation, s'ils veulent, c'est pas obligatoire du tout. Mais c'est pour le monde de venir connaître leur ferme, connaître leur fermier, d'avoir un lien direct, physique à la terre, puis Oui, la l'idée, source de leur alimentation, il faut qu'ils la connaissent. exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment pendant le monde vient, donc, comme le 26 octobre, il y a eu une journée récolte des poireaux. Le monde est arrivé à 9h, 9h30, il y avait une centaine de familles qui sont arrivées. Ils ont récolte des poireaux. Il y avait un repas. Puis à la fin de leur journée, il y avait une très belle concert. Ah ouais. C'était magnifique. Donc, le projet, c'est d'avoir tous les mois à peu près peut-être deux concerts. C'est du monde de Montréal, surtout musique classique, mais ça va être aussi Chloé Sainte-Marie, qui est une très bonne amie de la ferme, elle va faire un concert. Jeremy Dutcher. Donc, Jeremy Dutcher, l'artiste oui, autochtone. oui, il va venir. Et en cet été, il y a un groupe Tambuco de Mexique, de renommée mondiale, Grammy Award, Kennedy Center. Ils jouent à Tanglewood. Puis ils vont venir parce qu'à la ferme Carrousel, comme beaucoup de fermes, il y a des travailleurs latino-américains d'étrangers. Ils viennent pour 6 mois travailler. Pour 6 mois, les travailleurs des Mexicains. Donc, intermittents. on va créer comme un petit festival, 3-4 jours, autour de la musique, la culture latino-américaine, mais surtout mexicaine, avec cet ensemble Tambuco. Quels sont les prochains événements là, dans les semaines et les mois à venir du côté du Mont-Saint-Grégoire, à la ferme Cadet-Roussel? Oui, mais là, janvier, on fait plus de concerts, mais à partir de février, on est en train de confirmer. Il y a Stéphane Tetreault, il y a Yegor Detskov, je peux vous envoyer une liste d'artistes. Il y a Mathieu Godette qui joue son intégral de Schubert. Je vais vous envoyer, Alain, une liste. On est en train de le faire. Il y a des musiciens de Toronto, Dominique Deshôtels, clarinette solo de COC, Canadian Opera Company. Oui. Vous êtes installé à Montréal depuis quand, Emmanuel? Moi, je suis venu à Montréal pour aller à McGill en 2004. Ah oui. Donc, du New York, j'étais à Juilliard, mais j'ai fait, après McGill, fini le bac à Montréal en musique et environnement. Après, j'ai commencé à enseigner à McGill. Et pendant cette période, j'avais fait aussi des projets à cette ferme Cadet-Roussel. Mais j'ai parti pour faire une maîtrise à Boston. Ah oui? Où ça? Au New England Conservatory of Music, yeah. Donald Wallerstein, oui, c'était excellent. J'étais là 3 ans. Masters in Artist Diploma. Et après, un doctorat à New York, Stony Brook, avec le Quatuor Emerson, puis Colin Carr, violoncelliste, qu'on vient de faire un enregistrement avant-hier avec Martha à McGill. Mm-hmm. On enregistre le Archduke de Beethoven, puis un nouveau trio de Sheila Silver, To the Spirit Unconquered. Excellent œuvre. Et après, pendant la pandémie, au début de la pandémie, j'ai parti en Europe, puis j'ai fait une audition pour violon solo de Philharmonie de Vienne. Mm-hmm. J'ai été invité pendant 3 ans de jouer avec cet orchestre, puis c'était magnifique. Puis moi, j'ai un passeport allemand. Je parle croate, allemand, français. Je me sens très bien en Europe. Puis j'étais comme, I was this close to moving to Europe. Mm-hmm. Mais mon père a décédé pendant la pandémie, d'où vient aussi le projet de résilience. C'était Puis ma mère, la famille, ils sont à Toronto. Ma mère, elle est tombée très malade. Puis c'est juste moi et ma sœur. Puis j'ai fait la décision que je suis Canadien, ma famille est ici, puis finalement c'est plus important. Même si on a la meilleure opportunité du monde,
j'ai dit, je me vois pas, en fait, vivre toute ma vie. I mean, en tout cas, on Donc, vous fait avez nos choix. choisi de rester dans la grande région de Montréal, mais de toute Oui, façon, vous pouvez rayonner à l'étranger sans oui, oui, problème. oui, 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 c'est ça. Moi, je retourne en Europe en janvier. Janvier, février, mars, je vais être en Europe. Je joue à Vienne, je joue à Berlin, je joue à Bâle. Donc, une position à McGill, ça serait parfait pour continuer de faire des choses. Oui, c'est parfait. Ouais, Excellent. ouais. Écoutez, Emmanuel Vukovic, on va suivre votre carrière. Euh, Vous êtes un autre exemple d'un musicien solo qui a atteint un très haut niveau et qui gagne à être connu. C'est très difficile Ouais, c'est pas de... évident. Non, c'est C'est pas évident du pas, tout. non. Ouais, mais C'est long. moi, je crois que il faut les barrières entre la musique classique et la musique du monde et entre musique et C'est danse, comme fini. par exemple, moi, le projet Résilience, j'ai commencé à travailler avec la danse. Puis une vidéo, je pense que j'avais vous partagé. Ça, je suis très fier de ça parce que c'était tourné ici au Grand Ballet de Montréal avec une danseuse de Burundi, africain, canadien, Axel Ebony Munezero. Elle est incroyable. Puis moi, j'ai compris puis appris beaucoup de Bartok, de jouer le violon de elle, en collaboration avec elle. Même si elle connaissait rien de Bartok, elle connaissait rien du violon, mais on a vraiment, c'était une collaboration. Je suis très fier de ça. C'est Je veux bien. dire, Vous puis faites un peu c'est comme peut-être. Steve Reich. Steve Reich, c'était beaucoup imprégné des tambours du Burundi pour faire Oui, le exactement, drum. exactement, exactement. C'est exactement ça. Moi, je pense que l'avenir est vraiment pour les arts puis pour l'humanité en général. On a vu à Notre-Dame de Paris hier. On est tous dans le même bateau. On n'a pas de choix. Non, effectivement, effectivement. Ouais. Emmanuel Vukovic, c'était un plaisir de vous rencontrer, de faire connaissance, et c'est le début d'une longue relation entre vous et Pan M360. Merci beaucoup, Alain. Merci énormément. Je suis très. Bonne continuation. Oui, merci. Bonne continuation et joyeux solstice d'hiver. Oui, vous aussi. Oui. Au revoir. Bye bye.